Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Commençons notre journal de ce 14 janvier avec deux nouveaux gouvernements en Afrique de l'Ouest, l'un en Côte d'Ivoire et l'autre au Burkina Faso. C'est hier que le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, élu fin novembre dernier, a formé son gouvernement. Alors qu'il assure également les postes de ministre de la Défense et des anciens combattants, M. Kaboré est désormais aussi accompagné de 30 ministres. Changement de cap dans le pays où Roch-Marc Christian Kaboré est le premier démocratiquement élu président. Depuis son indépendance en 1960, le Burkina Faso a en effet eu 7 chefs d'État sur 9 qui étaient des militaires. Et le pays a connu, vous le savez, plusieurs tentatives de coup d'État ou coup d'État réussis. Le gouvernement formé par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba compte 7 femmes désormais, dont Hadizatou Rosine Koulibaly-Sori, cette ancienne favorite au poste de Premier ministre. Elle occupe désormais le poste stratégique de ministre de l'économie et des finances. Le nouveau gouvernement burkinabé, dirigé par le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, a de nombreux défis à relever à présent, principalement la lutte contre l'insécurité, la pauvreté ou encore la corruption. Écoutez ces détails. Il y a un gros défi dans la sous-région qui est le défi sécuritaire. Il est important que tous les pays se mettent ensemble pour combattre, pour faire face en tout cas à ces défis sécuritaires dans la sous-région, les menaces djihadistes notamment. C'est un gouvernement de combat. C'est un gouvernement d'engagement. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. Dans la vision stratégique de ce gouvernement, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et l'incivisme sont au cœur de l'action gouvernementale. Tirant leçon de tout ce qui s'est passé dans notre histoire récente, le chef de l'État a souhaité que la question de l'éthique et de la probité soit au cœur des choix des hommes qui vont animer l'équipe gouvernementale et tous ceux qui seront animés et appelés à jouer un rôle important dans l'administration de notre pays. Dans la Côte d'Ivoire voisine, la journée de mercredi a, elle, marqué le tout premier Conseil des ministres du gouvernement remanié du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Ce cabinet, formé d'un quart de femmes, elles sont 9, est déjà au travail. Il a notamment pour mission d'accélérer la croissance de ce pays, premier producteur mondial de cacao. Peu de changements au sein de l'équipe de ce gouvernement, qualifié par M. Kablan-Duncan de gouvernement de mission et de combat. C'est donc la continuité qui a été privilégiée. Après un premier conseil afin de démarrer le travail de construction de cette Côte d'Ivoire nouvelle, qu'appelle de ses voeux le président Alassane Ouattara, tout le gouvernement s'est prêté au jeu de la rituelle photo de famille. Le président de la Côte d'Ivoire s'est exprimé à l'issue de ce premier conseil des ministres. On l'écoute. J'ai donc opté pour la continuité, car de nombreux chantiers restent encore inachevés. Je vous demande donc de vous mettre tous au travail, car nous avons de nombreux défis à relever pour le bien-être de nos concitoyens et pour le rayonnement de notre beau pays. Restons en Afrique de l'Ouest où la semaine réussite diaspora se poursuit au Togo. Hier, mercredi, les débats ont tourné autour de l'articulation des notions de développement et de migration. Alors, comment la migration peut-elle soutenir le développement en Afrique ? Est-ce que le sous-développement est la principale cause de migration ? Quel est l'impact économique des migrants dans leur pays d'origine ? Ce sont quelques exemples des questions qui étaient hier au centre des discussions. Florilège de réponses recueillies sur place par nos envoyés spéciaux Eric Nyundu et Bolimpani Pongo. Migration, développement, deux notions complexes d'abord. Et en essayant de les mettre ensemble, il faut très bien juger le niveau de la complexité. Savoir ce qui est contenu dans migration, ce qui est contenu dans développement. Le développement est totalement public. Le développement est organisé. Le développement est planifié dans une séquence temporelle par des autorités locales ou des autorités de pays. La migration est totalement volontaire.
individuelle, collective. Et lorsqu'on s'engage dans la migration, on part d'un point et on va vers un autre point d'arrivée où le développement est organisé, où on vous accepte dans ce développement, où vous êtes élément de développement, mais votre migration vers un autre pays n'entraîne pas le développement d'où vous partez. Donc cette relation me semble être une relation à remettre sur place, à bien comprendre le contenu de migration, contenu de développement, pour bien asseoir le lien qu'on veut faire entre migration et développement. Pour l'Afrique et surtout pour notre sous-région, la migration positive est bénéfique au développement. Les problèmes de xénophobie qui ont été mentionnés sont liés à des problèmes économiques. Lorsque l'économie marche, lorsque tout le monde sur un espace arrive à profiter des économies, on ne parle pas de xénophobie. Moi, je suis ivoirien, j'ai grandi, je suis ivoirien. Je sais qu'en période faste de l'économie ivoirienne, on n'avait pas ces problèmes. Les politiques peuvent faire ce qu'il faut, mais financièrement, il y avait beaucoup à partager. Mais lorsque l'économie se rétrécit, là, les personnes, les nationaux ou même les étrangers, ils commencent à avoir le froid. Et ça, encore dans l'histoire, ce n'est pas nouveau. Okay. Donc c'est à nous de profiter de cette migration. Donc je suis pour ceux qui pensent que la migration est bénéfique. Notre porte-flambeau, c'est la diaspora. Dans cette question de migration, nous sommes en train de créer les conditions pour que ceux qui décideraient de revenir, ceux qui auront, qui percevront cette incitation, qui auront des incitations pour revenir au pays, puissent le faire sans grand contrainte. Mais ce n'est pas facile. C'est un changement de comportement et c'est quelque chose que nous devons faire petit à petit. Les résultats n'apparaîtront pas du jour au lendemain. Il faudrait un certain nombre d'années pour que cela puisse se faire. Nous avons réalisé des études, nous avons pris des dispositions pour que ceux qui ont des compétences et qui maîtrisent certains domaines en s'expatriant puissent soit définitivement revenir, soit de façon temporaire, revenir prêter main forte dans des domaines précis où nous n'avons pas les compétences en interne, puissent jouer leur rôle étant des Togolais, étant des nationaux. Si la pauvreté est combattue, on réduit sensiblement l'immigration. Mais au même moment, si la pauvreté excelle, l'immigration aussi excelle. Parce que les gens, la plupart immigrent pour chercher le bien-être. Maintenant, votre question, en quoi l'immigration bien réussie pourrait combattre la pauvreté? Quelqu'un qui a réussi sous un cieux radieux peut chercher à revenir chez lui et rééditer les mêmes exemples qu'il a vus ailleurs. Là, il revient avec peut-être beaucoup d'expérience et un peu de moyens. Il peut s'installer en son compte ou pour le compte d'autrui, mais avec beaucoup d'expérience, et il peut rapidement combattre la pauvreté. À l'international, l'État islamique a revendiqué une attaque hier en Afghanistan qui visait le consulat pakistanais à Jalalabad, une grande ville afghane proche de la frontière du Pakistan. D'après le ministère afghan de l'Intérieur, l'attaque a commencé par un attentat suicide. Elle s'est ensuite poursuivie par le siège d'un bâtiment adjacent au consulat pakistanais. Bilan des affrontements, 7 soldats et des policiers ont été tués et 7 autres blessés. Les djihadistes, eux, dans un communiqué en arabe, ont expliqué que l'attaque a été menée par 3 combattants, dont 2 se sont fait exploser en actionnant leurs charges qu'ils portaient sur eux. En bref, nous venons d'apprendre que plusieurs explosions ont également retenti en Indonésie. Les détonations entendues au centre de la capitale Jakarta auraient été causées par une bombe, selon la police. Nous vous donnerons plus de détails dans le déroulement de la journée. Terminons ce flash information avec cette nouvelle plutôt encourageante dans le domaine de la santé. L'annonce faite jeudi de la fin de la transmission du virus Ebola au Libéria. La nouvelle marque ainsi la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la pire jamais connue depuis l'identification du virus il y a 40 ans en Afrique centrale. Reportage. Médecins, infirmiers et volontaires peuvent enfin enlever leur combinaison. Plus de 3 ans après la découverte du premier foyer de transmission d'Ebola en Guinée, l'Afrique de l'Ouest est sur le point de se débarrasser du mortel virus.
Au Libéria, Naomi a contracté Ebola en soignant des malades, une épreuve gravée dans sa mémoire. On pleurait la plupart du temps. On voyait des Libériens mourir chaque jour. Dans une maison, on pouvait ramasser 3 ou 4 corps par jour. Et vous voyez des gens malades. À chaque fois que j'en parle, je pleure parce que c'était une expérience horrible que nous ne voulons plus jamais revivre au Libéria. En 2 ans, le virus Ebola a touché 10 pays et tué près de 11 500 personnes sur les 28 000 cas recensés. Des victimes majoritairement décédées en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Avec l'annonce officielle de la fin de l'épidémie, la Guinée mesure l'étendue des dégâts sur son économie, notamment dans le secteur hôtelier. On parle d'une réduction approximativement, ça dépend de l'hôtel, mais entre les 80 et les 90% de la chiffre d'affaires. Donc les hôtels ils sont réduits, son taux d'occupation moyenne jusqu'à une moyenne de 10% d'occupation. L'épidémie a également profondément bouleversé les modes de vie. Les recommandations d'éviter tout contact corporel avec les vivants tout comme avec les morts ont suscité des scènes de panique et marginalisé les victimes. La Guinée, qui compte près de 6 000 orphelins, commence tout juste à s'en sortir. On avait vu qu'il y a juste quelques enfants qui avaient abandonné à cause non seulement de la stigmatisation, mais aussi de la perte de personnes qui étaient censées assurer leur scolarisation, qui étaient aussi décédées. Mais au jour d'aujourd'hui, aucun enfant ne traîne encore dans la rue parce que son parent est décédé d'Ebola. Mais le risque d'une résurgence de l'épidémie n'est pas exclu. Le virus peut survivre jusqu'à 9 mois dans certains liquides corporels comme le sperme. Le Libéria en a fait l'amère expérience. Déclaré débarrassé d'Ebola en mai puis en septembre 2015, le pays a connu plusieurs retours de la maladie. Ebola est une épidémie. C'est une maladie qui peut partir et revenir. Je peux vous dire une chose, si Ebola revient, je pense que tous les mécanismes nécessaires pour freiner l'épidémie seront mis en place. Après la Sierra Leone en novembre et la Guinée en décembre 2015, c'est au tour du Libéria d'être officiellement déclaré libéré d'Ebola par l'Organisation mondiale de la santé, soit 42 jours après le dernier test négatif sur l'ultime patient. L'Afrique de l'Ouest peut enfin tourner la page de la pire épidémie d'Ebola depuis la découverte du virus en Afrique centrale en 1976. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 14 janvier. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Bonne suite de programme sur Vox Africa.